Bonjour et bienvenue sur Les Dessous de l'IA, le podcast qui tente de mieux comprendre les évolutions de l'intelligence artificielle et leurs impacts sur nos sociétés. Bonne écoute. Bonjour Laurent et bienvenue sur Les Dessous de l'IA. Aujourd'hui, on va s'intéresser à la notion d'IA agentique et de ce que ça peut apporter aux entreprises. Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, décrire un petit peu ton parcours et expliquer ce qui t'a amené à créer une entreprise dans le domaine de l'IA générative? Oui, bonjour à tous et bonjour Clément, merci pour m'avoir invité dans ce podcast. Donc moi, je m'appelle Laurent Daudet, je suis directeur général de Lighton. C'est une boîte qu'on a créée en 2016 et à l'époque, moi j'étais universitaire. Moi j'ai un bagage de physicien, j'ai fait une quinzaine d'années de recherche en physique dans diverses universités françaises et à l'étranger. Et on a créé Lighton au départ, on n'était pas sur l'IA générative, on était sur l'IA de façon très générale et même on faisait du hardware. On avait lancé, Lighton comme, avec une techno d'accélérateur photonique, pour accélérer certains calculs et je trouve que ces accélérateurs photoniques étaient bons pour les calculs de très grande taille et on voyait qu'à ce moment-là, il y avait une grosse accélération dans l'IA, il y avait de plus en plus de calculs de très grande taille, mais vraiment, nous, notre révélation, ça a été en 2020 quand, GPT-3 est arrivé, donc c'était en mai-juin 2020. Quand GPT-3 est arrivé, on a eu vraiment une révélation qu'il allait y avoir un avant et un après, que cette techno était absolument transformatrice et là, en l'occurrence, c'était des calculs de très grande taille parce que pour entraîner GPT-3, il fallait des millions d'heures GPU et ça correspondait vraiment à notre savoir-faire software d'utilisation de supercalculateurs pour entraîner ces modèles. Et du coup, on a fait pivoter la boîte pour se recentrer sur l'IA générative et on fait plus que ça depuis, effectivement, depuis 2020, depuis 2021. On a créé nos propres modèles pour nous-mêmes, pour le compte de certains de nos clients. On a fait des gros modèles. Et puis, depuis 2 ans maintenant, on développe notre plateforme qu'on appelle Paradigm, qui est une plateforme pour utiliser l'IA générative à destination des entreprises, des très grosses entreprises en général ou des administrations, sur toutes les couches software d'utilisation, soit pour faire du chatbot simple, soit pour faire ce qu'on appelle du RAG, Retrieval Augmented Generation, c'est-à-dire pouvoir discuter avec des corpus documentaires et interagir avec des corpus documentaires. Et puis maintenant, les agents, effectivement, dont on va parler aujourd'hui. Merci pour cette introduction. En effet, comme tu disais, enfin, en tout cas, moi, j'entends beaucoup parler de cette notion d'agent sans bien forcément comprendre de quoi il s'agit. Est-ce que tu pourrais partager peut-être quelques définitions à la fois sur ce que c'est l'IA agentique et aussi la notion d'agentivité qui va avec et donner des exemples concrets de comment ça fonctionne et peut-être en quoi c'est différent du RAG dont tu as parlé aussi ou des LLM plus classiques. Oui, oui, oui. Alors, je vais essayer de donner pour moi, j'ai une définition assez simple de ce que c'est qu'un agent. C'est quelque chose d'un peu méta. C'est l'IA qui commence à utiliser de l'IA, pour moi. C'est quand tu vois, il y a l'utilisation simple quand c'est en mode chatbot. Tu as ton truc ChatGPT, tu utilises tes moteurs d'IA. En gros, tu envoies un prompt, tu envoies une phrase et puis le moteur te répond. Et maintenant, un agent, ça va être quelque chose qui est un peu plus à un niveau supérieur où tu donnes plutôt une tâche que tu veux effectuer, qui peut être une tâche assez complexe, et l'IA va faire de la planification et du raisonnement. C'est capable de dire, pour effectuer cette tâche, moi, je dois utiliser tels outils. Alors, on a ce qu'on appelle des tools, hein, nous, et c'est des outils élémentaires qui peuvent être eux-mêmes qui peuvent eux-mêmes mobiliser de l'IA. Par exemple, l'outil le plus simple qu'on a, c'est aller rechercher de l'information. Et rechercher de l'information, pour ça, tu peux utiliser soit faire de la recherche sur Internet, soit aller faire de la recherche en mode RAG et effectivement à aller rechercher dans des bases documentaires, ce qui oblige à reformuler ta question, à aller rechercher des chunks, à aller filtrer. Enfin, ça utilise aussi beaucoup d'IA. Et, et voilà. Donc, enfin, pour résumer, donc l'agent, pour moi, c'est une IA qui utilise des tools et qui va faire de l'orchestration, du raisonnement, de la planification à partir de ces tools pour effectuer une tâche complexe. Peut-être une question complémentaire là-dessus, mais tu disais que vous avez pivoté du hardware sur plutôt du software.
quand, GPT-3 est arrivé, hein, et parce que, vous étiez convaincu que ça allait vraiment transformer, notamment les entreprises. Est-ce que, tu peux dire en 2 mots, pour toi, ce que va, apporter ou changer l'IA agentique par rapport à ce qu'on voit avec, le RAG ou, l'IA générative plus classique? L'IA générative, plus classique et le RAG, ça marche très bien pour des choses simples et ça répond déjà à pas mal de cas d'usage. Mais l'IA agentique, c'est pour des workflows beaucoup plus complexes. Si je peux donner des exemples de workflows plus complexes que les entreprises nous posent comme question, c'est par exemple un agent qui aiderait à répondre à des appels d'offres. Typiquement, il y a plein d'entreprises qui doivent répondre à enfin, qui veulent répondre à des appels d'offres, ce qu'on appelle des RFP, Request for Proposal, tout ça, ça demande à rédiger des dossiers relativement complexes de réponses, prendre les questions une à une, rédiger par rapport à des choses qu'on a déjà rédigées dans le passé. Et donc, ça oblige à aller chercher des informations dans des bases documentaires, aller chercher des informations dans des RFP où on a déjà répondu. Et voilà, donc ça, c'est un exemple de tâches assez complexes. Et finalement, les agents, c'est beaucoup plus général. C'est automatiser ou disons semi-automatiser tout ce que les knowledge workers, les travailleurs en col blanc, hein, les travailleurs qui travaillent avec de la donnée, font à longueur de journée, que ce soit, je sais pas, un analyste financier qui suit des sociétés. Ça demande d'aller aller chercher différentes sources d'informations et d'aller les synthétiser. Ça peut être quelqu'un qui fait du marketing et qui veut faire une nouvelle campagne. Ça peut être quelqu'un dans des fonctions de R&D qui fait de la veille, etc. Ça peut être quelqu'un sur un site de production qui veut aller surveiller qu'il n'y a pas il y a pas de mauvais fonctionnement, enfin qui veut être sûr de détecter des événements faibles dans tout le monitoring qu'il fait de son site de production. En gros, plein de tâches peuvent être automatisées ou aidées par l'IA, et donc ça va aider à aussi faire en sorte que l'IA devienne de plus en plus transparente pour les utilisateurs. En fait, les utilisateurs je pense que dans quelques années, les utilisateurs utiliseront l'IA, mais ça deviendra quelque chose de très, très naturel. Et ça réduira encore le gap, mais ça sera encore plus facile d'utiliser l'IA parce que des agents comprendront beaucoup mieux ton intention et ce que tu as envie de faire. Un des sujets, qui est, pas mal apparu, depuis le développement de l'IA générative, c'est la question, des hallucinations des LLM, et puis la question aussi, mais c'était vrai avant, mais encore plus puisque l'usage s'est élargi, de la confidentialité des données. Et je sais que vous, chez Lighton, vous travaillez beaucoup dans des secteurs où justement cette question de la confidentialité des données et la véracité des informations sont hyper importantes. Comment vous abordez ces enjeux et quelles sont peut-être les solutions, que vous avez mises en place justement pour répondre à ces problématiques-là? Effectivement, très bon point. Nous, on travaille avec effectivement des entreprises qui ont en commun d'avoir beaucoup de données non structurées à valoriser et puis qui sont hyper sensibles à ce que ces données restent confidentielles. Donc, on travaille avec des acteurs du monde de la banque assurance, de la défense, de la santé et des secteurs publics. Ça, typiquement, c'est un peu la typologie de nos clients. Alors, sur l'aspect confidentialité, nous, notre réponse, c'est d'aller jusqu'au niveau de confidentialité souhaité par nos clients, qui peut aller jusqu'à faire de l'installation on-premise. Donc, on va aller s'installer sur les infras de nos clients. Tout, inclus le LLM, va être installé et il peut fonctionner en circuit totalement fermé. Il y a on fait pas appel à envoyer des données sur une API à l'autre bout du monde avec des serveurs à Palo Alto ou à Shenzhen, où on sait pas trop ce que va devenir. Est-ce que les données que j'envoie vont servir à réentraîner la prochaine génération de modèles? Est-ce que je suis en train de nourrir le prochain LLM? Au contraire, nous, on tue dans l'œuf un peu tous ces arguments en disant non, non, on peut installer on-premise, voire même dans des environnements qu'on appelle air-gapped, c'est-à-dire avec aucun accès
au monde internet, donc c'est des ordinateurs totalement, coupés de l'internet, hein, et afin que ce soit fait de la façon la plus, tout soit utilisé de la façon la plus confidentielle possible. Il y a rien qui sort de cette infra. Sur l'aspect des hallucinations, c'est aussi important et effectivement, il faut que le l'information qui est remontée par ces LLM soit la plus, juste possible et avec, notre système le système de RAG qu'on utilise, de recherche d'informations dans des documents, on remonte toujours la source. Quand notre RAG remonte et tu poses une question et il te donne une réponse, il va dire: «Moi, je l'ai pioché, page 64 du document, de tel document» et on peut cliquer et avoir le paragraphe source, qui est surligné et ce qui fait qu'on peut, si vraiment c'est une information qui est critique, avec une prise de décision par derrière, l'humain peut aller vérifier dans la source que c'est exactement, conforme à la source. Donc ça aussi, c'est pareil, ça permet de réduire très fortement les hallucinations. Toujours sur ce sujet-là, mais est-ce que enfin, j'ai fait un épisode il y a pas longtemps avec un médecin, donc qui travaille dans le domaine de la santé, donc forcément la véracité des informations était hyper importante et lui, il développait une solution à base d'IA générative, une sorte de ChatGPT, mais pour accompagner, les médecins qui suivaient des patients qui avaient des cancers et il disait: «Bah, en fait, on essaie de réduire au maximum les hallucinations, mais on est bien conscient qu'on n'arrivera jamais à 100 de véracité et donc ça nécessite d'aller vérifier l'information et avec les agents, enfin, en fait, avec cette idée de les LLM vont nous faire gagner du temps, les agents, on va pouvoir automatiser en étant conscient dès le départ que de toute façon, on n'aura jamais un taux de véracité de 100. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de créer de la complexité alors même que c'est pour automatiser, simplifier la vie et qu'on a toujours besoin d'un homme dans la boucle, comme on dit dans le milieu de la défense, pour aller vérifier l'info? Enfin, j'ai un peu cette interrogation-là. Ouais, ouais, c'est vrai que et c'est important, effectivement, que ce soit toujours le médecin qui prenne la décision, de tel ou tel traitement, mais l'IA est là pour te mâcher le travail et je pense que c'est une autre façon de vérifier l'information et c'est une autre façon de travailler, en fait et l'IA va être là pour te mâcher le travail, pour te proposer des utilisations, proposer des réponses possibles et enfin, c'est clair que ça va faire gagner du temps. Enfin, le but, c'est quand même de faire gagner du temps et réduire la complexité. Si, comme tu dis, on va rajouter des couches supplémentaires et que finalement, c'est ça rend les choses plus complexes, ça a pas d'intérêt. Donc nous, on a tendance à croire que par exemple, tu vois, l'interface de notre système d'agent, elle est encore plus simple, elle a beaucoup moins de boutons, que notre système de chat où il y a plus de paramètres. L'agent comprend tout de suite, ce qu'il faut utiliser, quels tools, il faut mettre en œuvre et je pense que plus on va aller finalement, il y a ce côté un peu paradoxal où plus l'IA est puissante, plus elle est facile à mettre en œuvre. Parce qu'elle va comprendre ton intention et elle va comprendre les outils à mettre en œuvre. Tu évoquais le fait que pour vos clients, vous avez la possibilité d'installer vos LLM on-premise et je sais que vous privilégiez une approche, basée sur des modèles, moyens. Alors je lisais autour de 40 milliards de paramètres et que, vous vous lancez pas dans la course aux grands modèles. Une des problématiques de ces grands modèles, c'est que, bah, forcément ça demande beaucoup de stockage, donc je pense que c'est difficile, on-premise comme ce que vous faites. Qu'est-ce qui a expliqué que vous vous positionnez plutôt sur, ce segment-là de modèles moyens? Alors j'imagine qu'il y a des raisons de budget, de coût, mais j'imagine que c'est pas que ça? Oui, oui, pour nous, effectivement, des modèles, autour de 30-40 milliards de paramètres, on a constaté en faisant des benchmarks très approfondis que c'était vraiment le sweet spot et que c'était vraiment le meilleur compromis entre la puissance des modèles et le et l'infra pour les faire tourner. Effectivement, il y a des modèles qui sont plus gros, qui sont plus puissants et qui sont un peu meilleurs dans les performances, mais qui demandent un énorme investissement avec ces grosses cartes A100, H100, Nvidia qui coûtent, le prix d'une petite Tesla, chacune de ces cartes. Donc ça commence,
pour nos clients, ils peuvent pas dépenser de tels serveurs. Et par contre, à 30-40 milliards de paramètres, tu as déjà du comportement agentique, tu as des capacités de planification et de raisonnement, et c'est déjà utilisable, c'est déjà des super bons modèles qui sont capables de faire tout ce qu'on leur demande dans des applications pratiques. Avec aussi, il faut que ça soit scalable en nombre d'utilisateurs. Et c'est aussi, tu veux aussi que tu puisses avoir plusieurs centaines d'utilisateurs qui font des requêtes sur le même serveur en simultané. Donc, ce côté être, euh, être scalable sur le nombre d'utilisateurs, le nombre de requêtes, c'est quelque chose qui est hyper important pour que les entreprises clientes puissent passer en production par derrière. Et ça impose d'avoir des modèles qui sont pas trop gros. Donc pour nous, voilà, 30-40 milliards de paramètres dans ces eaux-là, c'est à l'heure actuelle, avec la technologie actuelle, le meilleur compromis. On entend pas mal ces derniers temps, enfin en tout cas moi, en regardant un peu ce qui circule sur internet, on parle sur les derniers modèles, alors pas ceux que tu évoques là, mais les derniers gros modèles, des questions sur la diminution des rendements de ces modèles, où en fait on pensait que en mettant plus de données, on aurait des modèles en sortie plus performants, et on se rend compte que c'est pas forcément le cas. Quel est ton point de vue là-dessus, et aussi sur la question des petits modèles? Je sais que par exemple Hugging Face travaille sur le développement de petits modèles encore plus petits que ceux que tu présentes, qui pourraient être utilisés sur un smartphone et qui ont des performances apparemment intéressantes aussi. Oui, oui, tu as raison. C'est vrai que pendant très longtemps, et ça continue, la base des chercheurs en IA, c'est ce qu'on appelle les scaling laws, c'est dire effectivement, plus tu fais croître la taille de modèle et plus la performance va s'améliorer, et ce de façon assez prédictible, en fait. On arrive un peu à la limite des scaling laws, hein, de ces lois d'échelle, notamment par le fait qu'on n'a pas des quantités de données illimitées pour entraîner. Enfin, on n'a qu'un seul Internet finalement, et en général, c'est là-dessus c'est sur Internet que les systèmes sont entraînés. Donc les très gros modèles sont meilleurs, mais sont pas 10 fois meilleurs que des modèles qui ont 10 fois moins de paramètres. Et du coup, se pose la question de la pertinence de les utiliser, sachant ils mobilisent des infrastructures super lourdes. Alors effectivement, à l'opposé, il y a les modèles encore plus petits. Et justement, pour compléter un peu les scaling laws, il y a aussi des observations qui sont maintenant super intéressantes, qui disent que tu peux quelque part laisser un modèle plus de temps pour réfléchir à l'inférence, et regagner en performance quand voilà, tu laisses au modèle, tu prends un modèle plus petit, mais tu lui laisses plus de temps pour réfléchir, hein, et il regagne des gains de performance qui sont comme avec des modèles qui seraient plus gros. Donc ça, c'est effectivement des tendances super intéressantes qu'on regarde. On regarde des plus petits modèles. Alors pour l'instant, on n'a pas regardé des modèles qui allaient jusqu'à être déployables sur les smartphones, mais effectivement, ce que fait Hugging Face est super intéressant. J'avais une question, tu as parlé des données d'entraînement et des données de vos clients, après en fonction de ce que tu peux dire, mais déjà vous, chez Lighton, sur quelles données vous êtes basés pour entraîner vos modèles? Parce que je sais que pour OpenAI, mais pas que, il y a quand même eu pas mal de sujets sur le droit d'auteur, le fait d'avoir scrappé des données sans le consentement de personne, et vous, comment vous avez abordé cette question? Parce que vous avez besoin d'une quantité quand même importante de données, et en même temps, il y a ces contraintes juridiques, réglementaires, notamment en Europe. Comment vous avez abordé ce sujet-là? Oui, oui, effectivement, avec le EU AI Act qui est en train de rentrer en vigueur, enfin qui rentrera en vigueur en courant 2025, il va y avoir de plus en plus effectivement de demandes de transparence sur quelles sont les données d'entraînement. Nous, alors quand on a entraîné les modèles pour nous, effectivement, on est parti aussi de ce qu'on appelle command crawl, hein, qui est des sortes de grands répertoires où il y a tout Internet qui est scrappé, mais sur lequel on a mis des algorithmes de filtrage de contenu pour essayer de faire en sorte que le contenu soit d'abord de bonne qualité, hein, et puis essayer de contrôler contrôler l'origine. Alors, je dis pas que
qu'on évite à 100% le fait de tomber sur du contenu qui soit libre de droit, mais en tout cas, il y a un best effort. On essaye de faire en sorte que ce soit pas le cas. Après, nous, on se base beaucoup sur des modèles qui sont open source, hein. Donc maintenant, on est plus à prendre des modèles open source, que ce soit des modèles Llama, des modèles Qwen, des modèles de Mistral enfin, ou des modèles Falcon. Il y a plein de très bons modèles open source sur lesquels on peut se baser pour le pré-entraînement, donc l'entraînement générique a été fait sur Internet, et nous, on va plutôt faire du fine-tuning avec les données des entreprises. Et du coup, là, voilà, chaque entreprise a son petit modèle, enfin, ou son modèle qui a été fine-tuné, spécifique et qui est sur leur propre serveur. Et du coup, ça pose pas de question de copyright puisque c'est des données d'entreprise. Et une question assez spécifique là-dessus, sur le fine-tuning avec les données d'entreprise. De votre expérience, à partir de quelle quantité, volume de données et quel type peut-être de données vous arrivez sur un modèle fine-tuné qui est vraiment intéressant et adapté au contexte de l'entreprise en question? Après, le fine-tuning, c'est vrai qu'il les entreprises peuvent avoir un une idée qu'il faut absolument qu'il y ait un modèle fine-tuné sur leurs données, sans se rendre compte qu'un modèle générique qui est bien branché sur leur source de données, plutôt en mode RAG, plutôt le côté modèle générique, mais corpus documentaire spécifique, avec les bons, ce qu'on appelle les bons embeddings, hein, la bonne vectorisation de ta base de données. Et ça, déjà, ça fonctionne super bien. Et en fait, très souvent, il n'y a pas besoin de faire de fine-tuning. Le mode RAG est un mode RAG bien implémenté et déjà suffisamment personnalisé. Après, s'il y a besoin, nous, on est capable de le faire quand il y a des besoins de vocabulaire super générique, hein, super spécialisé, pardon, au contraire, quand dans les entreprises qui sont dans des verticales très particulières, je sais pas, je pense dans le domaine médical par exemple. Et dans ce cas-là, il faut effectivement des gros corpus, et on est capable de spécialiser des modèles sur des corpus particuliers. Mais oui, ça demande des. Alors, je peux pas donner des chiffres parce que c'est vraiment très à étudier au cas par cas. Ça, pour que ça vaille le coup, il faut vraiment avoir beaucoup de données. OK. J'avais une question maintenant sur, donc Lighton, l'entreprise que tu diriges. Vous avez fait, votre entrée en bourse, récemment chez Euronext Growth Paris. La question que j'avais envie de te poser, c'est pourquoi vous avez fait, enfin vous avez fait ce choix d'introduction en bourse plutôt qu'un schéma peut-être un peu plus classique d'aller lever des fonds auprès d'investisseurs américains, par exemple? Et en quoi, pour toi, ça contribue à votre indépendance? Parce que j'ai l'impression que ça, c'est un sujet qui est important pour vous et peut-être renforcer aussi vos liens avec l'écosystème entrepreneurial, organisationnel européen. Oui, effectivement, hein, je pense pour nous le choix de rentrer en bourse fin novembre, c'est le choix de l'indépendance. C'est le choix de se dire que on peut écrire une belle histoire en restant bien ancré sur les marchés européens, comme tu l'as dit, pour aller lever des fonds importants dans le domaine de l'IA générative. Très souvent, ça va se faire aux États-Unis. Il y a des boîtes, des très belles boîtes, des grands succès qui ont été créés en France, mais qui sont allés lever aux États-Unis. Alors, tu as cité Hugging Face tout à l'heure, hein, super boîte. Il y a Dataiku aussi, par exemple, qui sont autres très belles boîtes qui ont été créées à l'origine en France et puis qui sont devenues finalement des boîtes plus américaines que françaises. Et bah, c'est juste pas la trajectoire qu'on avait envie d'écrire. Nous, on avait envie de montrer que en Europe, il y avait d'abord un marché très important aussi d'entreprises et qu'il y avait une possibilité de faire appel aux capitaux publics, hein, enfin aux capitaux de tous les investisseurs sur les marchés pour pouvoir se développer. Et tu parles de développement. En préparant l'entretien, je lisais une interview où tu t'évoquais le fait que vous visez une expansion au Moyen-Orient, notamment. Comment, le fait d'être une entreprise française et de taille relativement modeste, si on compare à d'autres gros acteurs, ça pourrait être un atout pour vous en termes de développement? Ou à l'inverse, est-ce que ça génère peut-être des inconvénients? Ouais, le Moyen-Orient, c'est un marché qui est intéressant. D'abord parce qu'il y a beaucoup
C'est des marchés qui se projettent dans l'après-pétrole et pour lequel ils sont beaucoup axés sur la technologie. Et donc, il y a une grande appétence et beaucoup d'investissements qui sont faits. Et on a une position un peu singulière en étant européen, justement, ni américain ni chinois. Donc, un peu dans le jeu géopolitique, être européen, ça peut être un atout dans ce type de marché. Sur la question de la taille de l'entreprise, bah, on voit que quand on est super focalisé, nous, on est vraiment, vraiment focalisé IA générative pour les entreprises et c'est un focus sur lequel on peut être technologiquement tout à fait à l'état de l'art et proposer des solutions qui répondent à leurs besoins. Et du coup, il y a pas besoin d'être très gros. Et tu vois, dans les équipes d'IA générative, c'est pas forcément des même chez les géants du numérique, ils ont pas des c'est pas forcément des très, très grosses équipes, qui font des produits spécialisés. Ça peut être des équipes de taille plus modeste. Tu évoquais le segment que vous avez choisi sur lequel vous avez choisi de vous spécialiser, donc les entreprises et l'IA générative pour les entreprises. Là, tu as un petit peu de recul parce que, bah, vous avez pas mal de cas clients. Est-ce que tu pourrais décrire un petit peu l'impact que toi tu observes, réellement sur les entreprises et peut-être où se situent les gains réels versus, les promesses ou en tout cas ce qu'on imaginait qui seraient des gains et qui n'en sont pas, en tout cas aujourd'hui? Là où il y a des gains réels, là où les entreprises commencent, heu, à à l'utiliser, heu, bah, typiquement il y a des secteurs comme la relation client, où ça y est, enfin l'IA générative a totalement bouleversé la relation client et il y aura pas de retour en arrière, hein. Tous les call centers, sont, totalement, heu, enfin ce monde-là est en train de totalement bouger, grâce à l'IA générative où tu as des téléconseillers, qui sont beaucoup mieux outillés, qui peuvent te faire des recommandations beaucoup plus personnalisées. Tu as pas à répéter 50 fois la même chose, enfin, on a toujours cette expérience, tous un peu frustrante, du téléconseiller qui redécouvre à chaque fois ton dossier. Non, maintenant, le téléconseiller, grâce à l'IA générative, comprend tout de suite, quelle est ta demande et où est-ce que tu en es dans ton dossier. Et ça, c'est quelque chose où il y a un gain absolument, immédiat et très fort, hein. Je pense à un autre domaine, aussi où il y a beaucoup de choses très immédiatement, disponibles, c'est le tout ce qui est marketing et effectivement, imagine que tu as un site de e-commerce et tu dois faire des fiches produits sur tes 100 000 produits et puis que tu veux le faire une version, laptop, une version mobile et il faut réécrire tes fiches produits. Ben voilà, l'IA générative sait très bien faire ça, prendre écrire de façon homogène, des fiches produits et personnalisées selon ton canal de distribution, même personnalisées selon ta cible. C'est encore des choses sur lesquelles il y aura pas de retour en arrière. Là, les choses sont déjà bien ancrées et les choses sur lesquelles il y a qui sont en train de se mettre en place, c'est la valorisation de ton corpus documentaire. Donc ça, c'est tous les documents non structurés dans une entreprise. On estime que en moyenne, il y a 20% simplement de tes données sont sous forme structurée, sous forme de tableaux, de données qui sont dans des bases de données directement accessibles. Mais 80% de l'information, c'est des documents, des PDF, des présentations, enfin plein d'autres documents. Et la promesse de l'IA générative, c'est de dire, bah, tu vas pouvoir valoriser toutes ces données-là. Et c'est même plus que des données, c'est aussi du savoir-faire. C'est aussi la façon dont tu vas rédiger tel type de rapport, tu vas rédiger tel type de procédure, et cetera. Et une des promesses, et peut-être que ça sera pleinement rempli avec les IA agentiques, justement, dont on parle, c'est de se dire, est-ce que je vais capturer le savoir-faire des employés grâce à cette IA? Donc le savoir-faire, c'est plus que la donnée, c'est la façon de mobiliser la donnée, la façon dont tu vas toi-même rédiger des notes de synthèse, la façon dont tu vas rédiger des notes d'analyse financière, hein, la façon dont tu vas
faire ta, ta R&D sur telle nouveauté technologique. Et ça, c'est la promesse de l'IA agentique. Et justement, j'aimerais bien te poser une question là-dessus, parce que tu as évoqué la question de capturer le savoir-faire. En tout cas, une des promesses de ce que j'ai compris de l'IA générative et encore plus de l'IA agentique, c'est d'automatiser, donc permettre à une IA de manière autonome d'effectuer des tâches. Et donc, ça nécessite d'avoir transposé ce savoir-faire dans la machine, si je peux parler comme ça. Comment vous envisagez enfin, est-ce que déjà on est capable de définir ce que c'est le savoir-faire? Parce que moi, j'avais vu des choses où on disait, bah tiens, on va utiliser ChatGPT, on va lui donner tous mes mails, tous mes comptes rendus de réunion, comme ça, il va réussir à raisonner comme moi. On se rend compte que ça marche pas si bien que ça. Comment justement, avec l'arrivée de l'IA agentique, vous envisagez cette notion de, on va capturer, si je prends un financier par exemple, certes, il y a ce qu'il va écrire, ce qu'il va dire, mais il y a aussi son raisonnement qui apparaît pas forcément directement dans les documents qui sont à disposition. Donc j'imagine qu'il va falloir faire des interviews, essayer de comprendre comment, enfin voilà, comment vous abordez cette question de, je dois capturer le savoir-faire d'une personne et le transposer dans un agent, par exemple. Voilà, je sais pas si c'est une question, si c'est clair comme question, mais Ouais, ouais, ouais. Si, si, effectivement, c'est très clair. La façon dont on aborde les choses, c'est avec la notion de ce qu'on appelle les workflows. Le workflow, chez nous, c'est une suite d'actions, et une suite d'actions qui vont faire intervenir différents outils. Ça peut être des outils de comparaison de documents, ça peut être des outils d'extraction d'informations, ça peut être des outils de résumé, ça peut être des outils d'exécution de code aussi. Tu vois, quand tu dois faire une addition, tu vas pas demander à un LLM de faire une addition. Tu vas lancer une calculatrice ou un code Python qui va faire l'addition. Et du coup, c'est ce workflow qui est la suite d'actions que tu veux, euh, que, que tu peux définir dans un processus, hein, tu peux toi-même dire, voilà, pour faire telle tâche, je fais d'abord ci, et puis après je fais ça, puis après je fais ça. Et donc, la personne définit son workflow et après, c'est automatisé. Donc, c'est mettre à disposition des outils d'IA qui eux-mêmes vont être appelés par l'utilisateur et par l'IA aussi qui va faire cette planification des outils dans le workflow pour faire en sorte qu'il y ait que des tâches plus complexes soient effectuées. Donc, c'est effectivement, hein, comme tu as raison de dire, que c'est c'est une étape beaucoup plus complexe que simplement mettre tous mes documents, tous mes mails et toutes mes interactions avec le système dans une base documentaire. Hein. Euh, ça met en place ces outils élémentaires et la façon de les utiliser. Donc, ça demande un petit apprentissage, hein, mais c'est comme ça qu'on automatise des processus. la question que j'avais envie de te poser par rapport au workflow que tu décrivais, c'est est-ce que, enfin, c'est quelque chose sur lequel vous réfléchissez ou pas, d'avoir, comme on a pour des données, on a des métadonnées qui vont d'une certaine façon expliquer les données. Est-ce qu'on a aussi ça pour le workflow où on aurait une sorte d'explication du pourquoi, par exemple, pourquoi je fais telle étape avant telle étape? Qu'est-ce qu'il y a en termes de raisonnement derrière en fait, pourquoi je pose telle question plutôt que telle question? Ou pourquoi je prends telle action de telle manière plutôt que de telle manière. Enfin, une sorte de méta, je sais pas si on peut dire méta workflow ou explication du pourquoi euh, il y a ce workflow qui permettrait d'une certaine manière de capturer un peu l'expertise de la personne qu'on veut mettre dans l'agent d'une certaine façon. Et je vais même aller un cran plus loin. Il y a ce qu'on appelle la notion de chaîne de raisonnement, chain of thought en anglais. Quand on demande à un LLM d'effectuer une tâche complexe, parfois il n'y arrive pas du premier coup, mais si tu lui dis effectue une tâche complexe, mais donne-moi toutes les étapes une à une pour y arriver, le LLM, en décrivant toutes les étapes intermédiaires, hein, finalement arrive à faire la tâche. Tu lui demandes tu lui demandes de décrire son raisonnement, sa chaîne de pensée, chain of thought. Donc effectivement, c'est ça qui permet d'automatiser, par exemple, la production de code informatique pour effectuer une tâche
complexe, je ne sais pas, une analyse financière par exemple, il va dire: «Ah bah, d'abord j'extrais, la colonne 7 et puis après, je fais, des moyennes mobiles, sur 7 jours et après je trace le graphe de comparaison», et cetera et il va le voilà, il raconte comment il arrive au résultat en décrivant toutes ces étapes et voilà, c'est la magie du chain of thought. Je fais le parallèle avec quand on apprend quelque chose, on dit souvent qu'on apprend mieux en expliquant ce qu'on fait et en enseignant ce qu'on fait. Et enfin, je faisais le parallèle un petit peu avec comme si ça aidait le modèle à être plus efficace ou à mieux travailler que d'expliquer ce qu'il faisait, et une sorte de, je sais pas si c'est de récursivité sur ses propres actions, mais enfin, voilà. Je sais pas si c'est un parallèle qui peut être fait ou pas. Ouais, tout à fait, enfin c'est alors après, effectivement, il faut se méfier des parallèles, qui ont tendance à un peu trop, Anthropomorphisé, ouais. ouais, anthropomorphiser exactement toute cette IA, c'est vrai que il y a parfois des choses un peu surprenantes, et qui sont un peu contre-intuitives, mais en tout cas, cette notion de chain of thought, ou cette notion d'apprentissage, par exemple, il y a cette notion de quand tu dois entraîner un LLM, la façon dont tu lui présentes les données d'apprentissage, l'ordre de présentation des données d'apprentissage est important. Il y a ce qu'on appelle des cursus. Tu dois lui présenter ces données d'apprentissage dans un certain ordre qui influe sur sa performance finale. Mais c'est pas forcément ce qu'on ferait avec les humains qui est le plus efficace. Donc, on vaut mieux mélanger parfois, pas faire un cursus linéaire, à apprendre les choses les plus simples d'abord et les trucs les plus complexes après. C'est pas forcément ça qui marche, alors que c'est plutôt ça qu'on a tendance à faire pour les humains. Mais ouais, ouais, c'est assez fascinant, hein, cette notion. Comment est-ce que l'IA apprend et comment est-ce que l'IA apprend à raisonner. C'est des choses sur lesquelles, à mon avis, il y a beaucoup de choses qui vont être découvertes dans le futur. T'évoquais tout à l'heure le fait qu'il y avait seulement 20% des données en entreprise qui étaient structurées. Et alors j'ai l'impression que c'est un peu l'arlésienne dans le domaine de on veut faire de l'IA, on veut faire de l'IA, mais déjà occupons-nous des données pour pouvoir faire de l'IA. Et c'est le cas depuis longtemps. Donc ça, c'est assez lié. Enfin, la problématique chez les clients de bah, si tu veux faire de l'IA, il faut déjà que tu aies des datas de qualité. Vous, de votre côté, en dehors de cette question des données, c'est quoi les problématiques que vous rencontrez le plus souvent, ou les problématiques, qui sont les plus, difficiles à traiter peut-être quand vous intervenez chez un client pour mettre en œuvre, bah, vos solutions? Bah, déjà, enfin, je reviens sur les données. Ça, tu as tout à fait raison de dire que, quand on n'a pas des données de bonne qualité, ça donne pas de bons résultats. Mais ce qui est intéressant avec cette IA générative, c'est que ça peut t'aider à nettoyer tes données. Ça peut t'aider à les ordonner. Je donne un exemple, ce qu'on a mis en place pour le conseil régional d'Île-de-France, où on a fait, en interne leur tech assistant, où on a mis dans un système RAG, toutes leurs bases documentaires sur tout le système d'information et ils ont pu, grâce à ça, détecter qu'il y avait des manuels qui étaient obsolètes. Il y avait on peut voir, par exemple, quand on pose une question, qu'il y a 2 sources qui sont contradictoires, hein, et dans ce cas-là, éliminer les sources qui sont trop voilà, qui sont devenues obsolètes parce qu'il y a des nouvelles versions qui sont arrivées et cetera. Donc ça peut être un outil de gestion de bases documentaires et de documents non structurés. Et sinon, pour revenir sur les freins, à l'adoption de l'IA générative, je dirais que c'est le fait de voir ça, comme, heu, d'aller, heu, trop vite, en voulant, internaliser des solutions. On pr C'est de se dire, «Je vais tout résoudre avec ChatGPT. Je mets ChatGPT à destination de mes travailleurs et ça va leur faire gagner du temps et je vais pouvoir, et on voit que c'est effectivement plus compliqué, qu'il faut, regarder au cas par cas, qu'il faut avoir des métriques, d'évaluation et ça, c'est pas toujours facile d'avoir des métriques d'évaluation. C'est de se dire, sur tel cas d'usage, est-ce que c'est le temps que j'ai gagné? Est-ce que je sais faire des choses que je ne savais pas faire autrement? Est-ce que voilà, donc c'est vraiment réfléchir cas d'usage par cas d'usage, regarder où est-ce qu'il y a les gains
les plus importants, se dire: «Est-ce que, finalement, ce gain le plus important, est-ce que ça a de l'impact, sur l'entreprise en général, ou est-ce que, ça a de l'impact, beaucoup trop localisé?» Et nous, c'est un peu toute l'étape d'accompagnement qu'on fait avec nos entreprises clientes, c'est de vraiment de choisir au cas par cas quels sont les cas d'usage les plus intéressants pour eux et qui leur font, bah, finalement pas seulement, déployer l'IA générative, mais vraiment avoir un vrai retour sur investissement par rapport aux investissements qu'ils font. On arrive bientôt à la fin, il me reste, 2 questions. La 1re, justement, tu parlais des entreprises, des freins, à l'adoption de l'IA. Au regard de l'expérience que tu as acquise, en travaillant avec des entreprises du secteur privé, public, quels seraient les 2-3 conseils que toi tu donnerais aux décideurs qui envisagent d'intégrer l'IA ou l'IA générative dans, leur stratégie et leur organisation? Commencer petit et étendre les cas d'usage, progressivement. Ça, c'est le premier. Commencer par les cas les plus simples, qui permettent de prouver vite la valeur. Et le deuxième, c'est de ne pas réinventer la roue, de ne pas vouloir, tout internaliser. Il y a le fameux dilemme, make or buy, hein. Est-ce que je vais tout construire par moi-même ou est-ce que je vais acheter une solution, sur l'étagère très très finalisée? Nous, on est un peu, partisans d'une solution, alors je dirais la plateforme Paradigme de Lighton, c'est un peu intermédiaire entre les 2. C'est un peu hybride, c'est de dire, oui, vous achetez des briques techno, auprès de Lighton, vous achetez de quoi déployer un système RAG, mais vous restez quand même maître de votre technologie. C'est basé sur de l'open source, mais par contre, on vous élimine toute la complexité, qui est, due, par exemple, à un déploiement à l'échelle, sur des serveurs pour avoir 10 000 utilisateurs, hein, sur tout ce qui est compliance, sur tout ce qui est, hallucination, sur tout ce qui est confidentialité. On règle tous ces problèmes qui sont des problèmes, hyper importants pour que ce soit uniquement déployable et vous allez vous concentrer sur, là où vous avez le plus de valeur, c'est-à-dire de vraiment, déployer cette IA pour faire gagner du temps aux utilisateurs finaux. Donc c'est vraiment aller plutôt vers les business units, utilisatrices, que ce soit en marketing, en production, secteur juridique, et cetera. Mais, voilà, donc ne pas réinventer la roue. Nous, on est spécialistes on vous propose des briques technologiques, que vous pouvez, prendre et vous approprier pour pouvoir, vraiment, utiliser cette IA générative à bon escient dans votre entreprise. Ma dernière question qui est un peu plus, prospective, on va dire. Tu as eu un passé de chercheur, aujourd'hui tu es entrepreneur. Enfin, comment toi tu envisages l'évolution de l'IA générative dans les 5-10 prochaines années? Et au regard de, cette expertise, cette expérience, à la fois du côté recherche et du côté entrepreneur, est-ce que tu anticipes des ruptures technologiques, dans ce domaine-là? C'est un domaine sur lequel il y a tant de gens qui sont, il y a eu beaucoup d'investissements, il y a beaucoup d'investissements qui sont croissants, qui s'accélèrent et beaucoup d'intérêt et ça change effectivement la vie d'entreprise. Je crois qu'il n'y a jamais eu de technologie qui soit allée aussi rapidement du laboratoire vers les applications concrètes, hein. C'est des technos qui n'existaient pas il y a 5-6 ans. Et les transformers sortaient tout juste des laboratoires de Google et puis maintenant, ça y est, c'est vraiment, en production. Vu le nombre de gens, qui travaillent dessus, on va être encore surpris. Moi, mon intuition, c'est qu'on est sur un cycle d'innovation peut-être d'une dizaine d'années, qui a commencé en 2020, donc on a encore de très belles innovations et puis après ça sera peut-être, un cycle de consolidation, où, on sera vraiment sur les applications, concrètes des choses, mais, on est, à mon avis, qu'au début de la vague d'innovation. Merci beaucoup, Laurent, d'avoir répondu à mes questions et j'espère à bientôt alors. Merci à toi. L'épisode est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à vous abonner au podcast pour écouter les prochains épisodes. À bientôt.